Bonjour à toutes et à tous, je suis Michel Marquez, responsable partenariat au sein de Crédit Mutuel Investment Managers et également présente aujourd'hui Rosane Cousin, responsable action internationale au sein de Crédit Mutuel Asset Management. Bonjour Rosane. Bonjour Michel. Alors aujourd'hui, on ne présente plus le fonds CMAM Global Leader, qui est, je vous le rappelle, un fonds thématique action internationale basé sur la puissance des marques. Et aujourd'hui, on a voulu faire un nouveau point d'étape compte tenu de la situation très mouvementée actuellement. Et pour ça, donc, Rosen, 3 points seront abordés aujourd'hui. C'est tout d'abord, nous allons revenir très rapidement sur le fonds Global Leader, donc sur l'ADN, ses performances et également les contributeurs et détracteurs de ces derniers mois. Puis ensuite, en second point, tu nous feras part de ta feuille de route compte tenu de la conjoncture actuelle. Et enfin, tu nous présenteras les 4 thèmes d'avenir selon ces perspectives, selon tes perspectives. Et donc, on conclura ensuite. Rosane, je te laisse tout de suite la parole pour présenter donc l'ADN de Global Leader. Merci Michel, merci pour cette écoute sur ce point d'étape. Donc, comme l'a dit Michel, l'ADN du fonds Global Leaders est simple. Il s'appuie sur une thématique forte qui est celle des marques de consommation. Nous repérons les sociétés leaders, c'est-à-dire les entreprises qui se distinguent par leur excellence opérationnelle et financière. Et le point saillant qui a marqué l'exercice 2021, c'est que nous avons renforcé notre approche grâce au filtre ESG et une approche ISR, ce qui nous permet vraiment de capitaliser sur notre expertise financière, extra-financière au sein du groupe, pour repérer les leaders responsables de notre nouvelle décennie. Le processus d'investissement, vous le connaissez, simplement ce qui change, c'est que dès le début, dès la génération d'idées, nous surveillons les caractéristiques ESG des émetteurs pour tout de suite filtrer les opportunités et les risques. Notre approche, différente de celle d'autres fonds de la maison, s'appuie sur une thématique qui est forte, qui est celle des marques de consommation. Pour cela, nous construisons une approche qui est double, où nous observons, analysons la maturité des marques et leur profil financier et extra-financier. Ceci nous permet de construire un portefeuille constitué à 60% de marques établies, des grands leaders qui ont une croissance régulière, qui offrent du dividende et se distinguent avec des notes ESG de qualité. Des marques montantes, ce sont à la fois des marques digitales ou des émetteurs venus du monde émergent, ou encore des marques très locales, très authentiques, souvent aux mains de familles. Dernier volet du triptyque, ce sont les marques en renaissance. Ce sont des sociétés qui ont pu connaître une difficulté qui a altéré momentanément la force de la marque, mais du fait d'un management de qualité ou de marques très fortes et protégées, avec des moyens moteurs qui soutiennent leur croissance, ce sont des marques qui repartent de l'avant. C'est le cas, par exemple, de Van Cleef et Arpels, et Cartier dans le groupe Richemont qui n'ont rien à envier à des marques comme Tiffany ou Bulgari du groupe LVMH. Merci Rosane pour ce petit rappel. Donc on va passer maintenant aux performances. Alors on voit que ça s'est un peu dégradé depuis septembre. Est-ce que tu pourrais nous faire un peu l'explication de cette dernière baisse, s'il te plaît? C'est exact. Après avoir bien performé ces 5 dernières années, depuis le mois de septembre, le fonds Global Leaders enregistre une performance moins favorable puisqu'il sous-performe l'indice MSCI libellé en euros, dividendes réinvestis. Plusieurs points sont importants. D'une part, en fait, si on regarde le fonds sur une période longue, si on analyse la volatilité et la performance du fonds, on s'aperçoit en fait qu'on est très peu décorrélé du panel de fonds concurrents. Et d'autre part, on n'est pas très loin non plus de l'indice. Vous pouvez voir que ça tient à 0,7 points d'écart au niveau de la volatilité et 3 points d'écart au niveau de la performance.
Une observation, un commentaire important, les fonds auxquels nous nous comparons sont à la fois des fonds qui sont blend, c'est-à-dire qui n'ont pas de thématique, et d'autre part, ce sont des fonds qui peuvent investir pour certains dans des secteurs comme l'énergie et les matières premières, ce que nous ne faisons pas, puisque par l'approche de la marque qui est un actif intangible, je n'arrive pas à distinguer la valeur d'un baril de pétrole chez BP par rapport à celle de chez Shell. Si je regarde l'attribution de performance, Michel, peut-être un petit mot. Ce qu'on peut observer, c'est que dans les contributeurs négatifs à la performance, ce sont souvent des sociétés qui ont contribué depuis plus de 5 ans à la performance du fonds et qui corrigent du fait peut-être d'un excès de valorisation. Maintenant, j'attire votre attention sur le fait qu'une société comme Nike, qui a baissé de 17% depuis le début de l'année, n'a pas démérité. On le voit dans les résultats qui ont été publiés hier soir, qui ressortent au-dessus des estimations. Ce qu'on peut voir, c'est que la société qui avait nettement souffert du boycott de la marque en Chine, sur les trimestres précédents, est en train de réaccélérer. Donc les ventes en Chine restent en recul de 8%. On attendait un recul nettement plus prononcé et surtout, ça se compare au premier trimestre de l'année qui était à moins 24%. Donc, comme c'est compensé par une excellente performance aux États-Unis, où ils mangent quelque part la marge de leurs distributeurs, je pense en fait que Nike va repartir de l'avant. Donc, c'est pourquoi, dans le fonds Global Leaders, nous n'avons pas un taux de rotation très élevé. En revanche, quand une société démérite, c'est le cas de PayPal, pour le coup, nous vendons la société quand nous sommes convaincus que sa croissance future sera sensiblement inférieure à ce que la société a enregistré par le passé. Alors, finalement, merci de refaire un peu le point de ce qui s'est passé, un peu le bilan. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut aborder les perspectives et concrètement, est-ce que le conflit ukrainien a changé quelque chose dans ta gestion, Rosen? Alors, avant d'aborder la gestion, je crois qu'il faut prendre un petit peu de recul. Très concrètement, oui, le conflit ukrainien, qui est absolument dramatique sur le plan humain, change beaucoup de choses, puisqu'il fait voler en éclats quand même l'ordre politique qui prévalait dans le monde depuis l'après-guerre, hein. Donc on a nettement en fait deux visions du monde qui se confrontent, celle des démocraties et celle de régimes autocratiques, dans le camp desquels on peut trouver des pays comme la Chine, l'Inde ou la Russie. Donc l'Ukraine, c'est un impact prononcé sur la croissance européenne du fait en fait du monopole qu'ils avaient sur l'acheminement du gaz, qui va faire remonter la facture énergétique en Europe. Cela étant, ce n'est pas la cause principale de la baisse du fonds Global Leaders depuis septembre, hein. Il faut bien voir en fait qu'on a aussi changé de régime économique, monétaire et boursier depuis le mois de septembre, hein. On a une normalisation de la croissance post-Covid, on a un retour de l'inflation pour les ménages et les entreprises dans un contexte budgétaire qui est beaucoup plus contraint et des banques centrales, on l'a vu, qui deviennent plus restrictives. Donc bien sûr, moi je vois deux conséquences importantes. La première, c'est qu'il va y avoir un souci de la part des entreprises pour relocaliser les chaînes d'approvisionnement. C'est un mouvement qui avait commencé pendant le Covid, mais qui va se poursuivre, et on va aller vers une transition énergétique à marche forcée. Bien entendu, la digitalisation et la prévention sanitaire sont deux grands thèmes d'investissement qui vont se poursuivre.
Alors, si je regarde un petit peu les conséquences, vous voyez sur le tableau en bas à gauche l'impact que peut avoir le relèvement de la facture énergétique pour les ménages américains les moins favorisés. Donc, d'un coût de 8% de leurs dépenses, on pourrait passer sur un impact de 14%. Donc, dans la gestion de Global Leaders, ça change quelque chose. D'autre part, ce qu'on voit bien, c'est que la remontée des taux d'inflation s'accompagne de remontée des taux d'intérêt qui compriment en fait les valorisations des valeurs de croissance. Alors, comme vous pouvez le voir, si on regarde Visa, Microsoft et LVMH, on voit en fait que dans la crise ukrainienne, on a atteint des niveaux qui deviennent très intéressants. N'oubliez pas, à titre de sensibilité, 10 $ de hausse sur le baril de pétrole, c'est un impact de l'ordre de 0,2% sur le PIB européen et 1 point de PIB en moins sur la croissance européenne, c'est en moyenne 10% de moins sur les BPA des sociétés. Donc après, il faut prendre du recul, analyser société par société et voir celles qui, grâce à un pricing power élevé, peuvent s'en sortir. Donc, si je passe en fait à ce que nous faisons dans le fonds Global Leaders, Tu peux nous détailler maintenant ta feuille de route, finalement. la fameuse feuille de route que tu évoquais en début d'intervention. On est dans l'œil du cyclone. Actuellement, le fonds, comme tu le sais, est un fonds de valeur de consommation. Les marques sont nées quand même dans la consommation. Donc, on est exposé à hauteur de 26% dans la consommation discrétionnaire, 14% dans la consommation courante, et on va rester en fait sur les marques qui, pour nous, se distinguent des autres du fait d'un pricing power élevé. Le deuxième point, c'est que nous croyons à la croissance. Quand le PIB va commencer à ralentir, ce qui va nourrir la croissance des sociétés, c'est vraiment leur capacité à aller chercher de la croissance organique de par le monde. Et ça sera un avantage pour les valeurs de croissance. Enfin, comme je l'ai dit, nous faisons attention à la sélection. Les sociétés qui auront une croissance moindre, comme PayPal, sont sorties du portefeuille. En revanche, dans les conditions de marché actuelles, je renforce LVMH et Apple et je reste contrariante sur les banques européennes, enfin sur une banque en particulier, qui est la BNP, et qui, après 10 ans de restructuration du secteur en Europe, me semble très solide. Vous avez vu que le régulateur, la semaine dernière, n'a pas du tout émis de restrictions quant à un retour de cash aux actionnaires des banques européennes. Enfin, comme je te le disais, relocalisation et transition énergétique restent un point important pour l'investissement du fonds. Alors abordons maintenant les 4 tendances de fond de ton fonds, après avoir établi ta feuille de route. Bien sûr. Peut-être un exemple pour commencer sur le pricing power, parce qu'on entend beaucoup parler d'entreprises qui vont monter leurs prix cette année, mais ça ne signifie pas toujours pricing power, hein. Je crois qu'il faut bien faire la distinction. Certaines entreprises vont passer des hausses de prix, mais ça ne compensera pas l'inflation qu'on peut voir sur les coûts matières. Pour moi, ce qui est important, c'est de regarder l'évolution de la marge brute d'une entreprise et sa corrélation avec la marge opérationnelle. Si je prends le cas d'une entreprise comme L'Oréal, qui a une marge brute très élevée de 73%, ça veut dire que ses coûts directs sont de 27%. Les coûts de logistique, les salaires directs, le packaging. Si tu as une inflation de 10% sur ces coûts, ça veut dire en fait que pour conserver la marge brute et la marge opérationnelle égale, toutes choses étant égales par ailleurs, il faut que L'Oréal augmente ses prix de 2,7%. Attention, c'est un exemple théorique, bien entendu. 2,7%, c'est pas
énorme pour une société dont 50%, pour 50% de ses produits, le facteur prix n'est pas déterminant dans la décision d'achat. Je m'explique, si je veux une crème qui me rajeunit, pour moi, la promesse, c'est qu'elle me mette en beauté. Alors que ce n'est pas l'augmentation du prix qui va être déterminante dans ma décision d'achat. C'est vraiment la confiance que je fais à L'Oréal. Et ce qui est important de voir, c'est que le pricing power, c'est beaucoup plus qu'un simple effet prix. C'est vraiment la pertinence de la stratégie marketing de l'entreprise. Et plus vous êtes sur une société qui est leader dans ces catégories, plus elle aura de capacité à augmenter ses prix, puisque c'est elle qui fait le marché. Donc, bien entendu, ce type de société que nous recherchons. Le deuxième point dans les marques de consommation, c'est que nous faisons attention à être en fait sur les marques premium. Si vous observez ce qui se passe aux États-Unis, on se rend compte en fait que 60% des dépenses de consommation sont faites par les deux tranches de ménages les plus élevées. Donc c'est là-dessus que nous nous concentrons et je crois que la force de rappel pour un fonds comme Global Leaders, c'est de se souvenir que la consommation sur une période longue, c'est 60% de la croissance du PIB. 50% en Europe, 70% aux États-Unis. Donc le fonds adresse vraiment une tendance longue et pour tenir compte de la désynchronisation de la croissance entre la zone euro, la zone Chine et les États-Unis, nous faisons attention à nous exposer à des marques qui sont présentes dans ces trois régions du globe. Alors, une autre tendance qu'on observe qui est forte chez les consommateurs, c'est l'aspiration à l'experience, comme l'appellent les Anglais. C'est-à-dire qu'après 2 ans de confinement, ce qui compte pour nous, c'est aussi d'expérimenter, de reprendre le goût au voyage. Et je pense en fait que Hilton est une société vraiment intéressante parce que ça illustre un leader qui sort d'une période de crise qui a été dramatique pour l'hôtellerie, mais qui en sort plus fort. Il en sort plus fort tout simplement parce que pendant la crise du Covid, son bilan, qui était très solide, lui a permis de continuer d'investir. D'autre part, ils ont repensé leur système interne, fait la chasse au gaspillage, ce qui va des données environnementales, hein, parce qu'ils ont réduit très fortement leurs déchets, leur consommation d'eau, leur électricité depuis plus de 5 ans maintenant, pour être beaucoup plus en phase avec leurs clients, notamment au niveau du digital. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, leur croissance de pipeline, donc de nouvelles ouvertures d'hôtels, reste très forte. En 2021, ils ont ouvert plus d'un hôtel par jour. C'est considérable. Donc, ce parc d'hôtels additionnels va venir nourrir la croissance en 2022. En faire un dernier point, parce que j'ai sans doute été très longue. Dans la santé, vous savez que Thermo Fisher est une entreprise que nous avons depuis très longtemps dans le portefeuille. C'est une entreprise qui est le leader mondial des équipements et solutions de diagnostic qui fournissent aux laboratoires pharmaceutiques et à l'industrie des sciences et de la vie, notamment avec beaucoup d'instruments qui permettent de suivre l'environnement climatique. C'est une société qui a un modèle économique de grande qualité puisque 70% de ses revenus sont récurrents et sont liés aux consommables qui sont consommés par les laboratoires et qui reviennent régulièrement. Donc c'est une entreprise qui a une marge très élevée,
qui a fait une acquisition il y a 1 an et demi importante et qui va lui permettre d'être encore plus présente sur toute la partie données analytiques pour les laboratoires. Et je pense en fait que cette société, du fait d'un bon mix de croissance organique, hein, de l'ordre de 7%, plus l'engagement de son bilan dans les acquisitions, va continuer d'avoir une croissance résiliente. Et c'est ce dont nous aurons besoin, sans doute, quand les hausses de taux auront été digérées par le marché et que la croissance se normalisera à travers le monde. Est-ce que tu peux également illustrer la partie digitale, Rosen? Donc, ce serait le 4e thème que tu voulais aborder aujourd'hui. Bien sûr, là aussi une société du top 10, Visa, qui est plutôt un titre que nous renforçons. Visa, le réseau des cartes et des transactions bancaires par carte, pardon, à travers le monde, il faut voir en fait qu'au premier trimestre, pour te donner un chiffre, une carte Visa a été utilisée 28 millions de fois en 1 heure à travers le monde. C'est considérable et c'est une hausse de 10%. Le point que je trouve intéressant avec Visa, c'est que cette année, avec la reprise du trafic aérien et des voyages à travers le monde, ils vont en profiter puisque c'est une part importante de leurs revenus sur lequel les commissions qu'ils perçoivent sont plus élevées. Donc c'est un groupe qui va avoir une croissance de l'ordre de 10% au niveau de son chiffre d'affaires, même un petit peu plus si je prends l'année 2023, on est plutôt sur un CAGR de 15% et une marge opérationnelle de 67%. Donc au global, ce que nous attendons sur la société Visa, c'est une croissance des BPA de l'ordre de 20% pour une valorisation, on l'a vu tout à l'heure, qui est revenue sur des niveaux intéressants si on compare à ces 5 dernières années, comme vous pouvez le voir sur ce graphe en haut à gauche. Merci Rosen d'avoir fait balayer tous ces points-là aujourd'hui. Finalement, qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure, Rosen? Alors, je pense qu'il est important de voir qu'on est dans un monde qui est quand même un petit peu troublé par le conflit ukrainien, qui renforce l'inflation de la facture énergétique et qui va amener les entreprises à piloter leur organisation pour gagner en flexibilité. Pensez au digital. Penser en proximité client, se rapprocher, relocaliser les chaînes d'approvisionnement près du marché final et également à nourrir la croissance. Ça, c'est ce que font très bien les leaders. C'est pour ça que je reste confiante, même si il est vrai qu'à court terme, on doit digérer cette hausse de taux qui sont annoncées par la Fed et qui vont sans doute se faire sans palier de décompression. Merci Rosen. Alors on va passer maintenant à la session de questions-réponses. Vous pouvez d'ores et déjà utiliser le chat si vous le souhaitez pour transmettre vos questions. Alors j'en ai reçu une pendant le webinaire qui est quelles ont été les stratégies adoptées par les grandes marques que tu as citées internationales face au conflit ukrainien. Et moi je rajouterais même, que penses-tu des décisions de certaines marques de quitter la Russie totalement? Alors, c'est une question, j'ai envie de dire, brûlante, sur laquelle il faudra peut-être juger dans la durée. J'ai parlé à bon nombre d'entreprises, que ce soit Danone, que ce soit Puma, par exemple. Moi, j'ai surtout été frappée par les efforts qu'elles mettent en place pour faire sortir leurs salariés ukrainiens d'Ukraine et leurs familles, avec pour certains groupes beaucoup de solidarité
dans le monde de l'entreprise, puisqu'il y a des collègues polonais qui accueillent ces familles. Donc je crois en fait que le premier point, surtout pour un fonds ISR, c'est de regarder quand même comment l'entreprise prend soin des salariés. Le deuxième point, c'est qu'il faut faire une distinction, je pense, en tout cas c'est ce qu'on voit dans le monde de l'entreprise. Vous avez des entreprises américaines qui ont été très binaires dans leurs décisions et peut-être une approche plus circonstanciée de la part des entreprises européennes. Pour certaines, elles ont quand même des salariés en Russie dont elles constituent le travail et elles savent très bien qu'aujourd'hui, vendre leurs actifs en Russie, ça va être récupéré par des oligarques russes, sans doute, peut-être aussi par des entreprises chinoises. Donc, est-ce que ça va changer vraiment la donne pour les enfin pour la population ukrainienne? C'est très difficile de se prononcer. En tout cas, c'est un point d'inquiétude à surveiller. On voit en fait sur les réseaux digitaux circuler des nouvelles. Hein. Par exemple, je pense au groupe Nestlé qui a été vivement interpellé par le président d'Ukraine pour fermer ses actifs en Russie. Je crois qu'il faut prendre un petit peu de distance, voir comment les sociétés gèrent et surveillent en fait toute altération éventuelle que ça pourrait avoir sur le capital de la marque. Alors, pas d'autres questions a priori. Je vais vous remercier pour votre attention. Donc on a eu grand plaisir d'être présent aujourd'hui et de vous exposer tous ces éléments-là. Je vais vous souhaiter une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup et merci Rosanne. Merci Michel. Bonne journée.